Bienvenue sur ce podcast. Je suis Audrey, ton hôte, maman et femme césarisée et fondatrice de la start-up Wounded Women, le partenaire clé des femmes et de leurs cicatrices, dont la toute première lingerie innovante dédiée aux cicatrices du ventre. Dans ce podcast, nous parlerons donc de cicatrices, de femmes et de parcours inspirants et bien sûr de résilience. Je reçois aussi des experts et des professionnels de santé qui viennent nous partager leurs expériences et leurs conseils. Alors si tu as une cicatrice, qu'elle soit visible ou invisible, que le quotidien n'est pas évident tous les jours, que tu cherches des conseils, des réponses, alors tu es au bon endroit. Si tu veux rencontrer d'autres femmes dans des événements extraordinaires, qui ont la même cicatrice que toi, que tu veux du fun, que tu veux avancer, alors retrouve-nous aussi sur Wounded Women officiel, sur nos réseaux Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et sur notre site internet bien évidemment. Tu pourras aussi retrouver la lingerie www.woundedwomen.fr. Bonne écoute. Dans ce nouvel épisode, je reçois Élise. Je suis très heureuse, très fière, très émue, car Élise a beaucoup attendu, hésité, réfléchi avant d'enregistrer cet épisode et je suis vraiment touchée qu'elle fasse preuve justement de courage et de résilience et de venir partager son parcours avec son fils, son combat avec son fils. C'est justement le titre de cet épisode parce que c'est la conclusion et le message qu'elle porte, c'est de justement faire de ce combat un partage utile. Élise, elle est née par césarienne et elle a été césarisée 2 fois. Je pense que c'est quand même un parcours déjà assez impressionnant pour une femme. Mais finalement, ce n'est pas de ces cicatrices qu'elle vient nous parler. Et non, et pourtant, il y aurait beaucoup à dire. Elle vient nous parler des cicatrices psychologiques invisibles qu'elle a dans le parcours qu'elle a mené avec et pour son fils, qui est né avec une craniosténose, donc une malformation du crâne, qui arrive quand les os du bébé se sont soudés en fait in utero et qui nécessite une opération pour justement permettre de remodeler en fait le crâne de bébé pour permettre au cerveau de se développer normalement et notamment de ne pas avoir d'impact sur les sens comme l'ouïe ou la vue, mais Élise vous en parlera bien que moi dans l'épisode. C'est donc une opération quand même assez impressionnante, d'autant plus qu'elle nous l'expliquera, elle a lieu à quelques mois de vie. Il faut s'assurer que bébé, bien sûr, a le poids suffisant, mais malgré tout, c'est une opération qui arrive très tôt dans sa vie de maman. Et donc le parcours d'Élise va nous emmener tout au long de ces mois et ensuite de ces années où elle va être en fait prise d'angoisse, de peur pour son enfant qu'elle aime par-dessus tout, mais pour qui elle va s'inquiéter chaque jour parce qu'elle va être à la fois mère pour la première fois, mais elle va être aussi en fin de compte aidante et soignante de son premier enfant. Et pour tous les parents qui ont vécu un parcours similaire, j'ai envie de dire ceux qui savent, savent à quel point c'est anxiogène et à quel point parfois on aime nos enfants, mais un milliard de fois, et pourtant on est en permanence dans une position de culpabilité, et puis aussi de grande tristesse quand on aurait envie d'avoir un parcours de vie plus simple, plus doux, plus facile, et pas rythmé par les rendez-vous médicaux. Donc je remercie Élise de venir parler de ça, car c'est assez tabou, et très souvent, les familles qui vivent ce genre de parcours sont assez isolées. Parfois elles sont très bien entourées, mais parfois elles sont aussi isolées et sont des parcours qu'on entend peu. Je remercie Élise encore une fois de nous partager à la fois son expérience de mère césarisée, mais aussi son expérience de femme et de mère aux côtés de son fils. Merci pour tout l'amour que tu as donné dans cet épisode à ton petit et puis pour ta générosité, Élise, dans cet épisode. Je vous laisse avec la magnifique voix et expérience de vie d'Élise et je vous demanderai de bien sûr lui envoyer beaucoup d'amour à la fin de cet épisode et de lui dire à quel point elle est résiliente et forte et que le podcast porte si bien son nom. Je vous laisse en compagnie d'Élise et je vous dis belle écoute. Bienvenue Élise sur le podcast Wounded Women, la voix des femmes résilientes. Bonjour, Et bonne année, meilleurs vœux. meilleurs vœux à tous. Écoute, je suis très très heureuse de te recevoir. Et pour situer un petit peu quand même notre échange, je suis très très touchée de ta confiance
parce qu'on a échangé sur donc le réseau Instagram de Wounded Women et j'avais été très touchée par ton histoire. Je t'avais proposé de venir dans le podcast et finalement plusieurs, peut-être semaines, même mois, je pense, tu m'as dit, je crois que oui, ça serait un bon moment pour moi. Et donc voilà, donc je voulais te remercier mille fois vraiment pour ta confiance très sincèrement. Bah, merci à toi. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais envie de partager, je pense inconsciemment, et ça a été une super opportunité pour moi, même si au final, je pense que j'avais besoin de temps pour y réfléchir, mais merci de m'accorder ce temps de parole. Merci à toi. Est-ce que tu veux bien te présenter, voilà, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, et puis ensuite tu nous expliqueras donc du coup de quelle cicatrice tu vas nous parler. Alors, oui, donc je m'appelle Élise, j'ai 37 ans, je suis une Normande exilée en Bretagne. Je suis près de Rennes. Je travaille dans un lycée. Je suis conseillère principale d'éducation dans un lycée à côté de Rennes. Et tu es maman de deux enfants. Et je suis maman de deux enfants, deux garçons, un grand qui a 9 ans et un plus jeune qui aura 6 ans au mois de mai. Yes. Et bien moi je dis vive la Bretagne. On a beaucoup de femmes bretonnes qui passent sur ce podcast et dans la communauté, c'est rigolo. Écoute, est-ce que tu veux bien nous dire de quelle cicatrice tu vas nous parler aujourd'hui? Parce qu'on dit pas de cicatrice sans super-héroïne, c'est vraiment le mantra de Wounded Women. Sauf qu'aujourd'hui, tu vas nous parler de deux types de cicatrices. Est-ce que tu veux bien un petit peu nous expliquer? Alors oui, la première cicatrice, c'est celle de mon fils, mon aîné, qui est né avec une malformation du crâne et qui a dû être opéré très tôt après sa naissance. Donc c'est un parcours assez atypique quand voilà, on accouche d'un petit garçon. Alors j'ai accouché par césarienne, un petit garçon qui avait cette malformation et qu'il a fallu opérer très tôt. C'est pas du tout la naissance idéalisée qu'on imagine. Voilà, c'est quelque chose de difficile. Et donc, la deuxième cicatrice, c'est une cicatrice qui est un peu plus profonde, un peu plus psychologique et qui est comment gérer tout ça, comment gérer bah, cette épreuve de vie, en fait. La tienne, ton épreuve à toi. La tienne et voilà, la mienne, mais aussi comment gérer son enfant qui a cette cicatrice et qui l'aura aussi toute sa vie. Donc, on se pose aussi beaucoup de questions, euh, certes pour soi, mais aussi beaucoup pour son enfant. Hmm. Écoute, je te remercie mille fois pour ça, encore une fois, parce que parler de soi, c'est une chose, mais parler, comme je te disais juste avant, parler des cicatrices de ses enfants, bah, c'est encore une autre étape. Donc, je te remercie vraiment pour ce partage, c'est très généreux pour tous les parents qui vont t'écouter. Je pense que ça va beaucoup les aider. Est-ce que tu veux bien, avant de nous raconter un petit peu l'histoire de ton grand, de ce qui s'est passé, de tout ce parcours que vous avez eu, bah, je dirais, lui et toi, et puis ensuite en famille quand même, parce que ça a des impacts ensuite aussi sur la cellule familiale. Est-ce que tu veux bien juste nous parler de ton rapport à la césarienne et un petit peu comment tu as appréhendé ça par rapport à ton histoire à toi d'avant? Alors, c'est vraiment une question intéressante parce que c'est vrai que donc j'ai eu deux césariennes. La première, c'était une césarienne d'urgence. Et c'est quelque chose que inconsciemment, j'avais un peu dans la tête parce que je suis née par césarienne, pas une césarienne d'urgence. Et même si j'espérais pouvoir accoucher de manière naturelle et par voie basse, j'avais toujours en tête cette idée que potentiellement ça allait m'arriver et j'avais bien écouté les cours de préparation à l'accouchement sur le thème de la césarienne parce que voilà, je sentais enfin, que ça pouvait m'arriver à moi et que voilà, j'en étais pas loin de ce schéma-là.
Et est-ce que, juste pour savoir, parce qu'il y a plein d'autres femmes, je pense, dans ton cas, est-ce que c'était quelque chose dont tu avais parlé avec ta maman sur ta naissance? Je te pose la question parce que moi, ma mère a fait une hémorragie de la délivrance à ma naissance et elle m'en a énormément parlé, parfois un peu trop. Et donc voilà, est-ce que c'était quelque chose dont tu parlais avec ta maman ou au contraire, bah, c'était OK et vous en reparliez pas plus que ça, même si ça avait laissé une petite graine dans ta tête? Alors, je pense qu'on n'en a pas énormément parlé. Par contre, c'est vrai que j'ai quand même entendu mon histoire, l'histoire de ma naissance quelques fois. Et c'est vrai que j'ai senti à quel point pour mes parents, ça a pu être violent. Ma maman, elle a failli voilà, y passer. Ça a été très, très difficile pour elle. Et mon père s'est trouvé dans une situation complètement folle de se dire oh là là, ma femme peut y passer. Moi, je suis née voilà, avec le cordon autour du cou, enfin, dans des conditions aussi compliquées. Et donc, c'est vrai que j'ai senti à quel point ça avait pu les traumatiser, d'autant plus que j'étais un enfant très attendu, puisqu'ils ont mis beaucoup de temps à m'avoir. Donc, voilà, ça a sans doute eu un petit impact. Oui, et puis non, mais même, je trouve c'est intéressant parce que tu sais, on dit parfois que, bah, que quand notre corps a une cicatrice, parfois ça peut réveiller d'autres cicatrices ou des événements passés. Souvent, on parle de notre propre naissance. Et parfois, ça peut être même la naissance de notre propre mère. Enfin, tu vois, des choses comme ça, des traumas, en fait, et des choses difficiles qui se transmettent un peu de génération en génération. Et voilà, et je trouve, par rapport à ce que tu as vécu après, ce que dont tu vas nous parler sur le poids psychologique vraiment que tu as ressenti, euh, je me dis que tu as fait ton entrée de mère avec déjà un bagage qui était déjà lourd, je trouve, tu vois, d'un point de vue corporel, Mm. femme. Et je trouvais ça important de le rappeler parce que quelque part, tu arrives déjà avec ces bagages-là, quoi. Euh, Est-ce que du coup, tu veux bien nous parler un petit peu bah, de ton accouchement et de ta rencontre avec ton grand et de voilà un petit peu comment tout s'est accéléré après et le tunnel un peu dans lequel tu es rentrée? Oui, alors c'est vrai que c'est compliqué de rentrer dans les détails, mais c'est une naissance assez particulière parce que on avait détecté à 7 mois de grossesse, enfin ma gynécologue avait détecté cette malformation, m'avait envoyé voir un spécialiste en échographie, puis finalement cette malformation, elle a été mise de côté. Donc c'est vrai que nous, on s'était dit, eh ben voilà, on met ça de côté. On va aller jusqu'au bout, tout va bien se passer, et puis on arrive au terme, passer le terme, puisqu'il est né à J+6, et il ne se passe rien. Et en fait, je pense que c'est pas anodin s'il se passe rien, c'est que de toute façon, voilà, mon fils était porteur de cette malformation, il serait sans doute jamais passé par voie basse au regard de sa malformation. Et donc, on arrive sur une césarienne d'urgence où c'est très rapide. Je trouve ça même assez violent parce qu'on voit son conjoint qui est délaissé au bout d'un couloir. Nous, on se sent entouré parce qu'il y a une équipe, mais il y a notre conjoint qui est loin. Et même si nous, on se sent très entouré, on se demande comment lui vit les choses. Et puis, cette naissance, elle est hyper rapide, hyper anxiogène. Moi, je sais voilà, il y a plusieurs choses qui m'ont marquée. C'est vrai que tout de suite, on a sorti mon fils et on a parlé de sa tête. Donc, tout de suite, je me suis imaginé qu'en effet, il y avait peut-être un problème à sa tête. Il y a des choses qui marquent et ça fait partie des choses qui marquent. Par exemple, on me l'a montré de loin, mais j'avais pas mes lunettes en salle de césarienne, donc je l'ai pas vu, je savais pas comment il allait. On se dépêche après de vouloir ressentir ses jambes, etc., pour pouvoir remonter, retrouver notre enfant. Et puis voilà, c'est assez anxiogène comme.
naissance. Et tu penses que les... Bon, c'est pas pour jeter la pierre, mais ce que tu veux dire, c'est que les équipes ont manqué un peu de tact à ce moment-là. Ils auraient pu attendre un peu avant de faire une remarque, sachant que tu étais au bloc, le ventre ouvert. Non, je pense que c'est complètement. Enfin, c'est le hasard. Je pense pas qu'il y a eu une volonté de. Enfin, voilà, Non, il y a non, eu. oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, de tact. Je pense qu'il n'y avait pas du tout enfin, voilà, d'intention de. C'était une remarque quelconque, peut-être pour voilà, Oui, parler, mais bon, c'est vrai qu'il y a des parce qu'ils te choses le qui. disaient, ils se le disaient entre eux, ils te le disaient pas à toi. Donc ils ont peut-être été surpris en fait aussi. Peut-être. Mm. Ouais. Bon, en tout cas, toi, c'est voilà, c'est gravé dans ta tête. Tu m'avais dit quand on avait échangé que vous avez été séparés pendant une journée. Donc, quand tu es remonté en chambre, tu l'as retrouvé à ce moment-là où il est parti où il était déjà en observation. Alors, quand je suis remontée, il était avec son papa. C'était très beau à voir d'ailleurs, parce que je me suis dit que le premier contact, il était avec son papa. J'ai trouvé ça très touchant. Et puis ensuite, on a été ensemble un petit peu. On a reçu notre famille au tout début, qui a pu enfin, accueillir aussi notre grand garçon. Et puis, très vite, en fait, le lendemain, il a été hospitalisé dès le lendemain soir parce qu'il avait une infection, à voir laquelle, mais il est descendu en pédiatrie très vite et puis branché avec voilà, des antibiotiques, avec les grosses machines autour de lui. Et puis du coup, on a été séparés parce qu'on n'était pas dans la même unité. Et puis moi, ayant ma césarienne, je ne pouvais pas tout de suite descendre. Donc on a été séparés un petit peu, très peu de temps. Mais c'est vrai, ça joue quand même dans la relation qu'on noue avec son enfant. D'autant plus que je souhaitais allaiter, enfin du moins je souhaitais essayer d'allaiter et que ça a mis un peu quand même du temps à se mettre en route. Et bon, le fait d'être séparé comme ça, c'est pas pour. Enfin, ça joue aussi dans l'allaitement. Donc la césarienne plus la petite séparation. Voilà. Et à quel moment, du coup, donc là, il est séparé de toi parce qu'il a une infection, et comment on te parle de la malformation? Parce que du coup, toi, tu entends ça au bloc, mais après, comment ça se passe, du coup, comment on vous informe? Parce que bon, bah toi, il faut que tu te remettes de ta césarienne. On en reparlera après sur euh, le temps ou pas que tu as eu pour te remettre de cette césarienne. Mais en tout cas, à la maternité, toi, tu dois te remettre quand même, tu as tes soins, tout ça, tu peux pas trop te lever. À quel moment, quand même, on vient vous parler de tout ça et de ton grand et de sa malformation, du coup? Et ben, au moment où il est descendu en fait en pédiatrie, on descend le voir. Donc moi, je suis en fauteuil roulant. Et puis, le médecin, le pédiatre, en fait, nous demande de rester parce que voilà, il souhaite nous parler de quelque chose. Donc là, on comprend très vite qu'il y a un souci qui dépasse l'histoire de l'infection. Et puis, on nous annonce avec certitude et aplomb que notre fils a une malformation du crâne et qu'il va falloir être pris en charge assez tôt et qu'il faut qu'il soit opéré. Et c'est vrai que pour des parents, c'est assez, c'est très prenant parce que on nous annonce ça, alors bon, avec froideur, j'ai envie de dire comme beaucoup de médecins, mais sans examen, sans radio, sans tout ça, et on se dit ah oui, donc là il est sûr de lui, et pourtant il n'y a pas tout ça qui est fait, donc voilà, on se dit bon, et là c'est un peu difficile à encaisser. Et il vous explique pourquoi il doit être opéré? Qu'est-ce qui nécessite cette opération en fin de compte? Parce que bon, comme tu dis, il n'y a pas eu d'examen sur le coup, donc qu'est-ce qui fait qu'il faut l'opérer au final? Alors, enfin, il était porteur d'une malformation qui fait que les sutures au niveau de la tête étaient déjà fermées. Alors, pour certains enfants, elles se ferment plus tard après la naissance. Pour notre fils, la fontanelle était déjà quasiment fermée, par exemple, et les sutures derrière étaient aussi bien fermées. Donc, il avait déjà une tête de forme allongée.
assez typique de cette malformation. Donc cette malformation, elle s'appelle une craniosténose de type sagittal. Il y en a beaucoup des craniosténoses. Celle-ci, c'est celle de mon fils. Euh, et donc, lui était sûr de lui. Au vu de la forme de la tête, de la fermeture de la fontanelle, voilà, il n'y avait aucun doute pour lui. Et du coup, c'est en fait, pour que aussi ceux qui écoutent enfin, comprennent bien les enjeux, c'est qu'en fait, il y a nécessité de l'opérer pour que son cerveau aussi puisse grandir et prendre de la place. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer concrètement en quoi consiste cette opération qui est quand même extrêmement impressionnante? Alors, cette opération, elle a lieu souvent un peu plus tard après la naissance parce qu'il faut que le poids du bébé soit convenable pour opérer. C'est une opération qui paraît assez folle parce qu'on ouvre la tête de notre enfant de l'oreille à l'oreille. Alors, il y a plusieurs méthodes. Je me suis renseignée depuis. Il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué, mais en tout cas, voilà, pour mon fils, ça a été ça. On a ouvert de l'oreille à l'oreille avec une forme un peu d'éclair. Voilà, pour que ça se confonde un petit peu dans les cheveux après. Et en fait, on vient casser, entre guillemets, le crâne de notre enfant pour le remodeler, pour permettre ensuite au cerveau de pouvoir grandir de manière harmonieuse sans que le crâne vienne appuyer sur des zones, notamment la vue et l'ouïe, qui se développent chez l'enfant sur certaines zones et qu'il faut libérer pour pouvoir que l'évolution de notre enfant soit la plus normale possible. Alors, il y a deux choses. Il y a le volet à la fois esthétique, parce que vraiment, les enfants qui naissent avec ces malformations, elles ont un crâne et ont un visage qui peut voilà, être assez particulier. Ça dépend aussi des types de craniosténose. Et puis, il y a tout ce qui est mécanique, c'est-à-dire enfin, résoudre tout ce qui est de l'ordre de l'évolution harmonieuse du cerveau pour l'évolution de l'enfant. Et J'espère que je suis claire. ouais, c'est très très clair. C'est très très clair. Du coup, donc au final, il est opéré quoi à J2? Non, il est opéré quand? Non, non, il est Oui, c'est ça. opéré beaucoup plus tard puisqu'il faut attendre qu'il fasse un certain poids. Donc, C'est ça. nous, il a été opéré à 5 mois. Oui, voilà, c'est ce que j'avais noté, 5 mois, oui, c'est ça. Et oui, c'est ça, c'est juste. Ok, pardon, j'ai cru que j'avais mal compris. Mais c'est ça, oui, donc il a été opéré à 5 mois. Et donc pendant ces 5 mois, donc toi, tu arrives à allaiter ton grand, et enfin ton enfant, et avec un peu l'épée de Damoclès de cette opération, comment ça se passe ces 5 mois de rencontre finalement avec ton enfant? Alors, les 5 mois, c'est passé très, très vite parce que déjà, il est né après terme. Il a été hospitalisé quasiment 10 jours avant qu'on puisse sortir de l'hôpital suite à son infection. Et puis après, moi, j'ai repris le travail très vite. Peut-être parce que j'avais besoin aussi d'avoir une vie sociale, de reprendre une vie normale, etc. Et puis, on rentre dans un schéma aussi où on a des rendez-vous avec des médecins, des infirmières pour des bilans, des radios pour l'opération. Donc on rentre dans un processus aussi médical qui fait que ça passe assez vite. Le lien, il n'a pas forcément été hyper évident. C'est certain que l'allaitement m'a beaucoup aidé à faire le lien avec notre grand parce que sans ça, j'ai peur que... Enfin, je me dis, est-ce que j'aurais réussi à nouer quelque chose avec lui? Moi, je me focalisais beaucoup, beaucoup sur sa tête. J'ai l'impression que euh, au début, je l'ai pas regardé comme mon enfant, mon bébé, mais je voyais sa tête, je voyais ses problèmes, je voyais ce qui nous attendait, je voyais son parcours à venir. Et du coup, je me dis que l'allaitement a quand même beaucoup aidé à nouer le lien entre lui et moi. Ah oui, à pas le voir que comme un petit patient, mais à le voir aussi comme ton enfant. Mon enfant, un bébé avec des besoins, voilà. Mm. Mm. Euh,
Tu me disais que c'était dur pour toi, du coup, de ne pas parler que de ça, de voir que ça, même avant l'opération, parce qu'après, on va parler du sujet de sa cicatrice aussi. Et du coup, pendant ces 5 premiers mois, tu prends pas du tout soin de ta cicatrice à toi. Tu oublies complètement ta césarienne au final. Au final, j'ai le sentiment qu'elle n'a presque même pas existé parce que j'ai été préoccupée complètement par autre chose. Donc, j'ai très peu de souvenirs de cette césarienne. J'ai pas le souvenir d'avoir pris soin, de la masser, etc. Je me suis un peu oubliée. Voilà, après, c'est comme ça, mais voilà, j'ai pas l'impression d'avoir pris du temps pour moi pour ça. Et voilà. Et du coup, le fait que ton fils va être opéré, que toi, tu es en césarienne, t'as pas eu de suivi particulier psychologique ou prado, enfin avec une sage-femme, un suivi un petit peu plus, tu vois, te proposer plus de rendez-vous, un suivi un peu plus fouillé, parce qu'on sait qu'il est déjà quasiment inexistant, n'est-ce pas, quand on a une césarienne, mais disons que vous la verrez pas, mais moi je la vois, elle sourit. Du coup, enfin voilà, est-ce qu'on vous a proposé un parcours un peu plus particulier, un soutien, quelque chose? J'ai le sentiment que, enfin, avant que je quitte la maternité, on m'a proposé un entretien avec une psychologue à la maternité, voilà. Ça, c'est une chose, mais sur le après à domicile, bah, j'ai rien eu parce qu'en fait, mes agrafes, elles ont été retirées à l'hôpital parce que j'étais encore avec mon fils qui était hospitalisé. Donc, une fois sortie, en fait, je n'ai pas eu d'accompagnement autre ni pour moi, ni en fait par rapport à ce qu'on allait vivre en fait. Hum, hum, hum. Et du coup, comment tu abordes, comment t'abordes l'opération? Comment tu te sens? Comment t'abordes ça en fait? Avec beaucoup de crainte, parce qu'on se dit que c'est quand même assez énorme d'ouvrir la tête de notre fils, de l'oreille à l'oreille. On se dit, ils vont remodeler complètement son crâne. Ça paraît complètement fou. Je suis très admirative de tous ces neurochirurgiens, ces plasticiens qui travaillent sur des têtes comme ça. Je me dis, waouh! Et puis parce qu'on nous met en garde aussi sur les risques. Donc forcément, on sait qu'une opération, bah, il y a des risques. Le principal risque dans les opérations crânio-sténose, c'est l'hémorragie, parce qu'en fait, la tête, c'est ce qui saigne, ça saigne beaucoup. Donc on rentre dans un protocole qui nous permet en fait, alors, je suis désolée, je ne vais pas maîtriser tout, mais on rentre dans un petit protocole qui nous permet en fait de limiter les risques hémorragiques chez notre enfant. Et je dois dire que ça a bien marché parce qu'il n'a pas du tout été transfusé, par exemple, notre fils. Donc ça a aidé beaucoup en fait au rétablissement post-opératoire. Ah, super, d'accord. Et, Mm. et sinon, toi, enfin, est-ce que tu abordes le jour J, tu vois, est-ce que tu te sens soulagée? Enfin, bon, tu as peur, hein, bien sûr, mais est-ce que tu te sens soulagée? Tu dis que, voilà, quelque part, euh, bah, pas une deuxième vie, mais enfin, une deuxième page s'ouvre aussi pour ton grand déjà, et puis pour toi aussi, te dire, bah voilà, une fois que l'opération est passée, eh ben, il ira bien et tout ira bien. Enfin, voilà, ou est-ce que tu te sens déjà vraiment pas bien, quoi, finalement? Euh, Moi, je me sens pas bien. J'arrive pas à voir l'après. J'attends le moment où ça allait se passer. J'attends beaucoup de ce moment. Et en fait, je vois pas l'après. Je me sens pas forcément hyper bien. Je suis complètement focus sur cette opération. Ça prend beaucoup de place dans ma vie, dans notre vie. J'ai du mal à prendre du recul, j'ai du mal à penser à après, et du coup, c'est un peu compliqué à gérer. Hmm. Et comment se passe l'opération et après combien de temps est-ce qu'il est hospitalisé ensuite? Je me souviens plus. Alors, il est hospitalisé
quasiment une semaine. J'ai plus les dates en tête, mais une semaine avec essentiellement la présence en, comment ça s'appelle, en, dans les services de réanimation pour, voilà, dans un service de réanimation pour enfants. Et donc, là, on est très suivi. Enfin, au niveau médical, c'est vrai qu'on est très, très, très suivi. Après, en tant que parent, c'est compliqué parce qu'on voit aussi notre enfant souffrir. On le voit forcément avec des pansements branchés de partout, dans un milieu très, très froid. Et puis, en tant que parent, bah, on a le droit à un siège à côté de son enfant et puis c'est tout. Donc, Oui. c'est une semaine qui peut être éprouvante pour les parents. Je pense que c'est vrai que c'est pas facile. Alors, nous, on n'avait qu'un enfant à ce moment-là. Mais c'est vrai, quand on a une vie de famille, etc., c'est compliqué à gérer. Et puis, voilà, le manque de sommeil. Euh, Enfin, nous, on était loin, notre domicile était loin de l'hôpital, donc on C'est pouvait ça. pas non plus, on se voyait pas faire des allers-retours en permanence. Oui, ce que tu m'avais dit, c'est ça qui est fou et c'est pour ça que c'est important de témoigner. C'est qu'on se dit, bon, ok, il se fait opérer, c'est dur, mais ça va aller. Mais en fait, c'est pareil pour tous les parcours de soins. Les gens se rendent pas compte quand ils l'ont pas vécu. Pas de lit pour les parents près de ton bébé qui, je rappelle, n'a quand même que 5 mois, donc il est très petit. Pas d'arrêt de Mm, travail. Hôpital à 1 heure de chez vous. Vous avez été obligé de prendre une chambre d'hôtel, tout à vos frais, etc. Enfin, je veux dire, faut mm. se rendre compte de ce que ça veut dire à l'échelle de ta parentalité. T'es quand même maman que depuis 5 mois. C'est quand même très, très difficile. Donc, il n'y a pas d'unité mère-enfant. C'est vrai que comment vous rythmez vos journées, du coup? Comment vous vous organisez? Comment tu tiens le coup, en fait? Alors, moi, j'avais réussi à avoir un arrêt de travail parce que je l'ai demandé. J'ai demandé à être arrêtée pour pouvoir être présente la semaine près de l'hôpital. Je ne me voyais pas du tout faire autrement, mais c'est vrai qu'il a fallu que moi, je fasse la demande auprès de mon médecin. Et puis, nos journées, elles sont rythmées où on alterne en fait les nuits, chacun son tour auprès de notre enfant pour qu'il y en ait un qui dorme bien et puis qui assure la journée d'après. On s'organise comme ça. Et puis après, la vie au quotidien, une semaine à l'hôpital, eh ben, elle est forcément rythmée par les soins et par l'évolution aussi de notre enfant. C'est vrai que on voit très vite bah, que tout va bien, en fait. Et ça, c'est rassurant. Ça donne une petite bouffée d'air après. Ce qui est difficile aussi, c'est la sortie de l'hôpital. C'est vrai qu'on est sorti une semaine après l'hospitalisation. On a été d'abord en réanimation, puis juste sur la fin en pédiatrie. Et puis on sort avec un bébé de 5 mois qui a une cicatrice de 54 points de suture. Et on rentre sans soins à domicile, sans accompagnement particulier. Et là, on se dit, waouh. Et c'est maintenant, avec du recul, je me dis, mais en fait, on a été quand même méga courageux d'affronter tout ça parce que c'est pas c'est voilà c'est très visible, c'est très impressionnant comme cicatrice et ça peut faire peur et puis on se dit ah, au moindre truc faut pas qu'il tombe, faut pas qu'il se fasse mal, faut pas qu'il se cogne, etc. Donc on est en veille permanente et puis voilà, je me dis bah quand même on a été courageux. Ouais, mais ça, c'est évident. Vous avez été extrêmement courageux parce qu'avoir un enfant qui se fait opérer si petit, être loin de chez soi, on sait que en fait, on commence à s'habituer au rythme de l'hôpital. Donc, en fait, recasser en fait ce rythme, retourner chez vous. Donc, en fait, dans quelque part un inconnu parce que tu sais pas trop, est-ce qu'il va y avoir des complications de la suture? Enfin, voilà, et aucun soin à domicile, même pas un check, un suivi. C'est vrai que bah, pour des parents, c'est vertigineux, surtout que c'est ton premier enfant. Enfin, je veux dire, n'importe qui à ta place aurait été complètement perdu. Même des pros de santé, ça j'en suis persuadée, parce que c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, parce qu'au final, ben, c'est son enfant, donc leur casquette de pro, bah, en fait, elle est à la poubelle, et ils sont pleins à témoigner de ça. Euh, Est-ce que tu veux bien un peu nous dire, du coup, un peu comment tu te sens, toi, à ce moment-là? Tu me disais que tu sentais vraiment, tu avais peur, tu avais des angoisses, et que tu commençais aussi
à pas bien vivre finalement le fait que ben, c'était compliqué pour vous et que ça l'était pas pour les autres. Et j'aimerais bien qu'on parle de ça parce que c'est pas tabou, mais je pense qu'on laisse pas assez la parole aux mères qui ressentent ça, ou aux pères, mais en tout cas aux parents. Et si tu veux bien nous en parler un petit peu, je pense que ça va soulager beaucoup, beaucoup d'autres femmes. Alors, c'est vrai qu'on a été rassurés parce que très vite, on a vu que bah, notre fils allait bien quand même. C'était une bonne chose pour nous. Et à la fois, je me suis pas sentie, moi, aller mieux. Je pensais qu'une fois opérée, ben, même si je me projetais pas dans l'avenir, mais ça allait peut-être être une affaire réglée. Et puis au final, pas tant que ça parce que bah, toute cette histoire, cette césarienne d'urgence, cette opération, bah, ça laisse forcément des traces. Et sans doute qu'après, il y a un petit contre-coup qui arrive. J'ai mené tout de front, la naissance, le retour au travail, l'opération. Puis au bout d'un moment, bah, c'est compliqué à gérer. Moi, je pense que j'en ai beaucoup parlé autour de moi, surtout à mes proches, mais je me suis pas sentie comprise en fait. Et je leur jette pas la pierre à mes proches, mais voilà, j'ai l'impression qu'on ne m'entendait pas vraiment quand je disais que c'était difficile. Et puis, je supportais plus ne penser qu'à ça, qu'à cette tête, ne le voir que par cette tête, mon fils. J'avais le sentiment de ne pas profiter de lui pleinement, de cet enfant qui était là, de notre relation mère-fils, et puis de notre famille. Donc, ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Et j'avais beau en parler quand même autour de moi, je pense que ce qui a été le déclic pour moi, c'est qu'à un moment, j'ai plus supporté cette situation et je suis allée à la PMI la plus proche de chez moi pour Demander de l'aide. je n'en peux plus. Oui, demander de l'aide. Alors, c'était surtout pour moi, parce que je supportais plus vivre cette situation où j'étais focus sur tout ce qu'on avait vécu. J'arrivais pas à avancer, je pense que c'était ça. J'arrivais pas à avancer, j'arrivais pas à prendre du recul. Et pourtant, je devais en avoir envie. Et quand j'ai plus supporté cette situation, et ben, un jour, je suis allée à la PMI en pleurant tout ce que j'ai pu, en pleurant tout ce que j'ai pu et en demandant de l'aide parce que je voulais que les choses avancent. Je voyais bien que j'étais arrivée à un stade où bah, c'était le trop plein et que si ça perdurait, bah, la cocotte minute, elle allait exploser et je voulais pas de ça, quoi. Mm. Donc, ben, voilà, j'ai demandé de l'aide et c'est vrai que ça m'a quand même beaucoup aidée. On m'a renvoyée vers une psychologue qui n'était pas de la PMI, mais qui était spécialisée dans la relation parent-enfant et qui m'a dit certaines choses. Je l'ai vu plusieurs fois, ça m'a permis de rebondir. Et puis peut-être que le temps faisant aussi, bah, j'ai un peu plus entendu ce qu'on me disait en fait. C'est-à-dire que mon fils, il allait bien. Mhm. Il allait bien, puisque ce qu'il avait eu, c'était de l'ordre de la mécanique et qu'il y avait plein de parents qui n'avaient pas de solution à un problème qu'avait leur enfant. C'est vrai qu'il y a des parents qui ont des enfants malades, des enfants handicapés. C'était pas notre cas et ça, j'étais sans doute pas à même de le voir ni de l'entendre avant. Et même si, par exemple, mon conjoint me le répétait beaucoup, il a fallu beaucoup de temps pour que moi, je l'intègre, en fait, et que j'apprenne aussi à, à relativiser par rapport à la situation. Mm. Bah, déjà, c'est très courageux d'être allé chercher de l'aide, hein, parce que tu sais, plein de femmes le font pas. Et puis déjà, arriver à comprendre qu'on va mal, déjà rien que ça, déjà, c'est pas évident, parce qu'au départ, on se sent mal, mais enfin, prendre conscience que c'est un état, que c'est plus juste de l'émotion, que c'est vraiment devenu un état, je trouve que c'est pas évident d'avoir ce recul déjà sur soi. Donc franchement, bravo déjà pour ta force. Euh, c'est vrai que c'est un moment, c'est pas facile de parler de ça, hein. Je sais que ça te fait ressasser un peu à un moment difficile, mais c'est important d'en parler pour celles qui le vivent maintenant. Et puis on n'a pas besoin forcément de passer par enfin je veux dire, par l'opération aussi impressionnante pour être dans cet état-là. Mais en tout cas, il y a peut-être des femmes qui vivent la même chose que toi, en tout cas émotionnellement, et qui se sentent comme ça. Tu me disais aussi que ce qui avait été très difficile, c'est que tu comparais aussi un peu aussi les autres et que tu ressentais de la culpabilité, beaucoup de colère.
Comment ça s'est passé par la suite, même avant ta deuxième grossesse dont tu vas nous parler après, qui va être cette phase de résilience dans laquelle tu es rentrée ensuite. Comment ça s'est passé par rapport à toute cette colère que tu avais et qui était légitime, hein, j'en parle souvent sur le podcast et en coaching. À un moment donné, c'est normal de ressentir ça. La seule chose, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Du coup, comment t'as géré, toi, un peu cette colère que t'avais, cette culpabilité, ce sentiment d'échec aussi par rapport à ta maternité? Comment ça s'est passé? Il y a eu beaucoup de choses. En effet, il y a eu le sentiment d'échec par rapport à la naissance. Et puis, je comparais beaucoup les naissances qui étaient autour de moi et que j'idéalisais sans doute à tort, hein, peut-être aussi. Mais voilà, j'avais beaucoup de copines qui allaient avoir des enfants et pour qui tout s'était bien passé. Donc, il y a eu aussi ce sentiment de jalousie qui était très prégnant en moi et qui a pris aussi beaucoup de place. J'ai eu du mal à accepter la naissance des enfants de nos copains. C'est peut-être un peu moche à dire, mais ça a été Hein. difficile pour moi. Mais t'es pas la seule, hein, c'est pour ça que je parle de ça. C'est, tu sais, c'est un sentiment très commun. C'est comme des fois le regret maternel où en fait les gens comprennent pas qu'on regrette pas nos enfants, on regrette juste des fois la situation maternelle dans laquelle ça nous met. Et dans des cas comme là, césarienne d'urgence, plus enfant malade qui a besoin d'une opération impressionnante avec une grosse cicatrice, etc. Le fait de jalouser les autres pour qui tout se passe bien, bah en fait c'est juste naturel. Faut juste pas que ça reste, mais c'est naturel en fait. Et on n'en parle jamais parce que c'est un peu tabou, c'est pas, comme tu dis, c'est pas très beau à dire, mais c'est complètement normal en fait. C'est-à-dire que si tu ressentais rien, là on se dirait, oh c'est bizarre. Mais, mais oui, enfin, je tiens à dire Mais il quand y a même. aussi ce qui m'a aidée aussi plus tard, c'était de me dire qu'en fait, on parle peu de ce qu'on vit vraiment, en fait, et que moi, j'idéalisais sans doute les naissances autour de moi, mais peut-être qu'il y en a plein pour qui ça s'est pas passé comme ils l'avaient imaginé, Bien sûr. et que voilà, en fait, c'est nous qui idéalisons beaucoup, et voilà, je pense qu'il y a aussi ça qui m'a aidée et que j'ai compris un peu plus tard. Mm. Après, il y a eu de la culpabilité. On se dit, qu'est-ce que j'ai pas fait bien pendant ma grossesse pour que mon enfant ait cette malformation? Est-ce qu'on est porteur d'un gène qui fait que notre enfant a cette malformation? Mm. Donc, oui, on est dans une phase aussi où on se pose beaucoup, beaucoup de questions. Et c'est la psy qui t'a aidé là-dessus parce qu'après, on va quand même parler de, bah déjà, comment toi, tu as réussi un petit peu à te donner un peu d'amour et un peu à calmer tout ça. Mais on va aussi parler de ta deuxième grossesse. Donc, comment la psy, justement, elle t'a aidé un petit peu à travailler là-dessus, à prendre ce recul que tu n'arrivais pas à prendre et c'est normal. Combien de temps il t'a fallu et voilà, si tu as deux, trois petites choses à partager qui pourraient aider d'autres personnes aussi, au-delà de leur dire, bien sûr, d'aller chercher de l'aide, bah, voilà, si tu veux partager un petit peu là-dessus. Ouais, alors je sais plus combien de séances il m'a fallu, mais c'est vrai que de toute façon, de parler à quelqu'un d'autre d'extérieur à son couple, à sa famille, à ses amis, c'est indispensable à un moment donné, je pense, parce qu'on a besoin d'avoir un œil complètement extérieur. On a besoin de dire aussi des choses qu'on ne dirait pas à nos proches. Donc, à un moment donné, je pense que c'est une phase qui est indispensable. Et puis, elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué et que je t'ai partagé aussi dans un écrit, c'est-à-dire qu'elle m'a dit il faut faire de ce vécu, en fait, une expérience et un partage. Et ça prend tout son sens maintenant, en fait. Je trouve que ça m'a rendu, alors c'est peut-être prétentieux de le dire comme ça, mais une meilleure maman, une meilleure personne, une meilleure professionnelle. Voilà, je trouve que ça m'a beaucoup, en fait, aidé, cette épreuve dans la vie. Ça m'a beaucoup aidé à mieux me connaître, voilà, à être un peu plus moi-même aussi, sans doute. Enfin, voilà, donc il y a ça. Et puis, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me mettre à courir. Je me suis mis à la course à pied
Et j'avoue que ça a été un exutoire pour moi de fou. Alors chacun trouvera sans doute son propre exutoire. Moi, ça m'a beaucoup aidée. J'avais besoin de me dépasser, de me surpasser. J'avais besoin de me dire que bah, mon fils, il avait ressenti une douleur, que moi, ce que je ressentais en courant, c'était un peanuts à côté et que rien que ça, pour ça, je pouvais aller plus loin. Donc, je me suis dépassée. J'ai couru très vite mon premier 10 km en très longtemps, mais c'est pas grave. Je l'ai fait pour lui avec beaucoup d'émotion. Donc, voilà, j'ai trouvé en la course à pied un exutoire. Et puis, on dit souvent que c'est bien de parler, de communiquer avec les autres. Je pense que c'est une chose, mais aussi faut essayer d'écouter ses propres ressentis. Voilà, je pense que ce qu'on ressent, c'est ce qui est le plus important. Et on peut parler avec des gens. Il faut aussi apprendre à s'écouter et ressentir en fait les choses de manière enfin, je sais pas comment le dire, mais il y a que nous qui avons les réponses et les clés et que des fois ça prend beaucoup de temps. Mais il faut accepter que ça prenne du temps en fait. Bah ça, c'est sûr, tu sais, à chaque fois, je pense, je l'ai dit la dernière fois dans le prochain épisode, il me semble, on en a parlé, mais la donnée la plus dure dans tous ces parcours, que ce soit les césariennes pas souhaitées, les parcours de soins hyper difficiles, les maladies, les opérations, les cicatrices hyper importantes qui mettent du temps à, voilà, à s'atténuer, à plus faire mal et tout, bah, c'est le temps. Et en fait, une des données les plus dures à accepter, c'est que il faut vraiment de la patience et se dire que le temps, alors on peut aider, hein, on peut faire des choses, on peut être acteur, mais que malheureusement, le temps est une donnée incompressible de la guérison et bah, ça dépend de chacun. Peut-être que le temps chez certains, c'est 2 mois, peut-être que chez certains, c'est 2 ans. Et ça, je trouve que c'est un des plus gros apprentissages de nos vies parce qu'il faut de la patience, Tout quoi. à fait. Pas lâcher, quoi. Et ça, ouais, c'est dur. Mais tu continues du coup de courir? Ça te fait toujours du bien? Je continue de courir, un peu moins assidûment et un peu moins avec véhémence que quand j'ai vécu tout ça. Mais je continue de courir et quand je fais une course à pied, c'est toujours avec la même émotion. Ça me renvoie à ça, en fait, à cette épreuve et à me dire, je me suis dépassée, j'ai appris à me surpasser, je me connais mieux moi-même. Enfin voilà, jamais je me serais pensé faire ça un jour. Voilà. Donc, ouais, je continue de courir et ça m'aide beaucoup dans mon quotidien. Ah, c'est génial. Écoute, je le dis maintenant, un des plus gros événements qu'on va organiser en 2023, bon, il y a un gros événement pour les femmes et leurs cicatrices, mais ça, je ne vais pas le dévoiler maintenant. En revanche, on va faire une course solidaire. Et du coup, je voulais proposer à... bah alors, bon, c'est à Paris, mais tout le monde vient s'il a envie de faire en fait la Parisienne en septembre tout ensemble et de faire un grand groupe de coureuses pour justement aller au bout de notre résilience. C'est un peu symbolique. Et donc voilà, donc si tu veux nous rejoindre, ça serait trop, trop génial. Et puis quand on fera le Tour de France en Bretagne, on ira courir ensemble. Mais voilà, je le dis, pour les coureuses qui ont envie de nous rejoindre, on fera une toute petite Super. distance. On fera je sais plus si c'est le 5 ou le 7 kilomètres pour que voilà, ce soit hyper accessible à tout le monde. Et en fait, l'idée, c'est de le faire aussi au bénéfice d'une association, voilà, ceux qui voudront soutenir la course. Et on aura probablement une femme en fauteuil avec nous, fauteuil dédié à la course à pied. Et donc, c'est vraiment de la résilience pour toutes les femmes qui ont été blessées d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà, j'espère que tu seras là. Ce serait génial. C'est un super projet en tout cas. Ah, merci. Et du coup, alors, donc tu avais repris la course à pied. Moi, j'avais noté que quand même, tu m'avais dit qu'il avait fallu 2 bonnes années pour que tu arrives à reprendre du recul et avec l'aide de la psy. Et puis, quelques temps après, tu as eu un nouveau bébé. Oui, alors quelques temps, 3 ans et demi après, Ouais, non, mais je veux dire, on quelques a eu temps un après tes deuxième 2 ans. enfant. Pardon. Ouais. Oui, oui, on a eu un deuxième enfant qui n'était pas forcément
programmée en fait, parce que c'est vrai que bah, ça bouleverse un peu une vie déjà de devenir parent. Voilà. Euh, Après tout ce qu'on avait vécu, forcément, on se posait aussi beaucoup de questions. On sait maintenant que c'est pas forcément génétique. Donc, on s'est projeté un petit peu dans l'arrivée d'un deuxième, et puis il est arrivé très vite, ce deuxième enfant, au final. Et puis, une grossesse, cette deuxième naissance, et même si c'était une césarienne, ça a été pour moi quelque chose d'important qui m'a beaucoup apaisée. Je pense que c'est vraiment le mot, l'apaisement, parce que les choses ont été très différentes. Et puis, voilà, une césarienne, c'est important, mais une césarienne programmée, quand on sait que le père sera à nos côtés, quand tout est beaucoup plus posé, plus calme, qu'on nous explique, qu'on prend le temps, ben, ça n'a quand même pas le même impact chez nous. Donc voilà, j'ai eu une césarienne programmée parce que c'était un gros bébé, qu'il était post-terme aussi. Et on l'a un peu choisi, genre, j'aime pas trop, entre guillemets, on nous l'a suggéré, on a dit oui parce que je savais que moi, ça allait m'apaiser en fait, de pouvoir être certain que tout allait se passer d'une manière beaucoup plus sereine. Mm. Ouais, plus douce. Et puis même le fait, comme tu dis, que le conjoint soit présent, le conjoint ou la conjointe, le fait de... C'est pas de contrôler, mais c'est d'être plus acteur. Parce qu'au final, c'est programmé, tu peux te préparer, tu peux parler à ton bébé, lui dire que c'est bientôt, ça y est, il va arriver. C'est quand même super Et puis, important. on a pu avoir cet échange de peau à peau aussi, Oui, c'est que ça. j'avais pas forcément eu avec mon grand. Là, on a pu me le poser sur moi le temps que voilà, ils finissent les soins, etc. Donc, les choses sont complètement différentes et ça m'a beaucoup apaisée, c'est sûr. Ah, c'est super. Et du coup, aujourd'hui, tu dirais avec le recul, euh, tu dirais quoi à la toi de l'époque, en fait, qui accouchait par césar d'urgence de ce premier bébé? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Comment tu le sens aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? C'est difficile parce que j'ai du mal à me dire qu'on peut... De toute façon, on ne reviendra pas en arrière. Peut-être de lui dire que c'est une épreuve de la vie qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, bah, on est devenu plus fort, lui, moi, notre couple, notre famille, que voilà, on a forcément partagé des choses très fortes ensemble, qu'on on a peut-être de dire, je lui dirais que faut faire de cette expérience, de ce vécu, quelque chose d'unique, une particularité qui fait que aujourd'hui, ça va être sa force et notre force à tous les trois et tous les quatre maintenant, quoi. Hmm. Et Hmm. d'essayer de le voir comme ça, en fait. Hmm. Mais c'est dur et ça demande du temps, donc. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à tout ça? Je me sens bien. Je me sens bien, je sens que c'est encore fragile parfois. C'est vrai qu'il y a des événements qui vont me ramener à cette histoire, à ce vécu, et qui, je sens, me font un pincement au cœur ou me font monter les larmes aux yeux. Euh, mais c'est beaucoup, ça fait plus partie de mon quotidien en fait. Et puis maintenant, euh, euh, notre fils, il grandit, il a besoin d'explications, donc on sent qu'il a besoin qu'on lui explique un peu plus les choses, donc c'est quelque chose qu'on va faire, mais je me sens aussi peut-être un peu moins, comment, j'étais très stressée pour lui tout le temps, parce que je pense qu'il y a ça aussi, ça génère du stress pour notre enfant. J'étais très prévoyante, très... J'apprends maintenant à lâcher un peu de Hmm. lest, à le laisser. Voilà, je sens que j'ai pris beaucoup de recul aussi vis-à-vis de lui en me disant que oui, maintenant, il faut que
faut que je lui lâche un peu la grappe, faut qu'il grandisse, qu'il fasse, voilà, qu'il évolue normalement. On essaye de pas le ramener à cette histoire-là. Voilà, il a un petit livret où je lui ai ça, c'est quelque chose que les parents peuvent faire aussi. C'est un petit livret où j'ai pris plein de photos et j'ai tout mis dans ce livret où je raconte un petit peu son parcours. Et quand il a eu envie ou besoin, bah, il l'a regardé. En fait, ça permet de recontextualiser les choses, expliquer certaines choses, voir comment nous, on était en tant que parents à cette époque-là, avec nos habits d'hôpital. Enfin, voilà, c'est des petites choses, mais ça permet d'avoir un support aussi photo ou écrit pour partager aussi avec notre enfant. Hmm. Non, c'est un super conseil. Et justement, est-ce que tu aurais des... Enfin, donc là, c'est un super conseil. Est-ce que tu aurais d'autres conseils pour des parents qui vivraient la même chose que vous, ou des mères la même chose que toi? Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Alors, des conseils pratico-pratiques, ce que je viens de dire, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qui aide d'avoir un support pour pouvoir reparler de ça ensemble. Je pense que d'avoir un exutoire, comme je le disais, c'est important, d'avoir une activité à soi ou se consacrer du temps. Ça peut être la course à pied, ça peut être l'écriture, ça peut être, moi, je sais pas, enfin, une quelconque activité sportive, musicale, quelque chose qui nous fait sortir un peu du quotidien qui est parfois douloureux, difficile à gérer. Et puis, de pas rester isolé, ne pas attendre trop longtemps avant de parler à un professionnel. Vraiment, ça, c'est quelque chose de très, très important, je pense. Ok. Et d'ailleurs, j'en profite pour redire que dans le cadre donc, d'un parcours où c'est lié à la gynécologie ou à la maternité, une sage-femme peut tout à fait vous recevoir comme première personne d'appel si vous ne connaissez pas de psy, parce que quand on n'a jamais vu de psy, on ne sait pas forcément vers qui aller, ou en tout cas qui peut nous donner de l'aide, et de ne pas hésiter à aller voir la sage-femme, même après, même si on n'en a pas besoin, je veux dire, là, je veux dire physiquement pour faire être sculptée, mais voilà, je le redis parce qu'on n'y pense pas forcément, alors qu'elles peuvent être d'une très grande aide. Et puis si elles ne le sont pas, bah faut changer. Mais c'est pas évident de voilà d'aller voir un professionnel, un psy comme ça. Je trouve ça pas simple, quoi. Est-ce que tu aurais un dernier message que tu voudrais faire passer? Profite-en. C'est difficile. Un dernier message. Ou deux. Ben, on en avait un petit peu discuté. On en avait un petit peu discuté ensemble. C'est vrai que moi, ça m'a aussi permis de comprendre que dans la vie, c'était très difficile de juger quelqu'un tant qu'on n'a pas vécu une situation. Voilà, donc c'est un message pas forcément aux parents qui vont vivre la même chose que nous, mais à tout le monde. Voilà, tant qu'on n'a pas vécu une situation, c'est très difficile de toute façon de comprendre, d'aider, de juger et que voilà, je me dis que ça m'a beaucoup appris moi à, à- à toujours maintenant avoir un petit recul sur ce que peuvent vivre les gens, ce qu'on voit de façade et de se dire attention, enfin, tu sais pas ce que la personne en face elle a pu vivre, tu sais pas comment quel parcours elle a, quel chemin elle a vécu, quel chagrin, quel ressentiment, quelle épreuve de la vie la personne endure en face. Et du coup, je me dis que voilà, j'ai toujours ce petit temps maintenant où je me dis, bah, fais attention à pas juger les autres aussi vite. Et tant qu'on n'a pas vécu une situation, c'est très difficile de la comprendre, je pense, et de se mettre à la place d'eux. Ah ouais, ouais, c'est très 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 vrai ce que tu dis, et surtout dans les parcours de soins comme ça, ou dans des parcours de parentalité compliqués. Tu as tout à fait raison de le dire, effectivement, et je te rejoins à 300%. Parce qu'en plus, là, toi, tu as le courage de venir en parler sur le podcast, mais comme tu disais tout à l'heure, les gens disaient, bah là, l'accouchement s'est hyper bien passé et tout. Il y a des gens qui n'osent pas dire que ça va pas parce qu'ils le prennent comme une faiblesse.
Et donc, s'ils le disent pas, mais qu'ils ont des comportements qui nous semblent inappropriés ou malpolis ou pas soutenants, des amis par exemple hyper absents, j'en sais rien, bah peut-être en fait c'est que ça va pas, mais qu'ils le disent pas. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et je trouve que d'avoir cette tolérance envers les autres, je trouve, hein, je sais pas si tu es d'accord, mais en ricochet, bah du coup on a vachement plus de tolérance avec nous-mêmes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, Euh, oui, tout à fait. ouais. Ah, bah écoute, Si, si, puis ça nous permet de prendre du recul un petit peu sur les choses et puis de mieux analyser, puis de pas aller trop vite. Voilà, enfin, voilà, je trouve que si, si, c'est certain que ça nous aide aussi nous-mêmes. bah écoute, je suis hyper heureuse que tu aies pu témoigner ici sur notre podcast. Si des personnes veulent t'écrire, euh, où est-ce qu'elles peuvent te contacter? Alors, bah, je me dis que sur ma page Instagram, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple. Ok, bah super. Je mettrai ton compte dans la ressource de l'épisode. Écoute, je te remercie vraiment 1000 fois. Franchement, je suis vraiment très touchée par ta confiance et le fait que tu m'aies réécrit en disant c'est bon, je sens que je suis prête. Vraiment, merci à toi. Bah, merci à toi. Et merci pour toutes les femmes ou même les hommes, voire les pros de santé, tu vois, que ça va aider aussi d'écouter ton témoignage. Donc, merci 1000 fois. Et donc, bah, du coup, je te dis à très bientôt et merci de nous avoir écoutés. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et merci de l'avoir écouté jusqu'ici. Si vous souhaitez témoigner vous-même ou suggérer le témoignage d'une femme résiliente que vous connaissez, contactez-moi sur Instagram Wounded Women officiel ou sur LinkedIn à mon profil Audrey Bouillet. Si vous aussi, vous pensez que ce sujet doit être porté haut et fort et connu de tous, alors mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Cela aidera le podcast à se faire connaître et donc aux femmes de trouver des réponses et à se sentir moins seules. N'oubliez pas que vous êtes forte et capable. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et pour ne rien rater des astuces, conseils et témoignages à venir, abonnez-vous.